C'est l'heure de BFM Story. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Bonjour Alain, bonsoir à tous. C'était le jour d'après aujourd'hui à l'Assemblée nationale, d'après rejet de la motion de censure. Interpellée, la première ministre Elisabeth Borne a notamment reproché aux Insoumis leur violence verbale qui a débordé dans la rue. Elle était très offensive. Aujourd'hui, la chef du gouvernement, vous voyez bien que la tension ne retombe pas. Madame Borne, confortée à Matignon, puisque le président n'envisage ni remaniement, ni dissolution, ni référendum. Le chef de l'État d'ailleurs qui s'exprimera demain à 13 h en direct à la télévision. Ce sera d'ailleurs le thème du Face à Duhamel avec Roselyne Bachelot. Comment le chef de l'État peut-il reprendre la main? Peut-il redonner confiance aux Français et poursuivre son quinquennat? Rendez-vous tout à l'heure à 17 h 45 avec Alain et Roselyne. En attendant, la contestation se poursuit. Des incidents ont éclaté en fin de matinée devant la raffinerie de dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, près de Marseille, où les autorités ont réquisitionné du personnel en grève. Il y a eu des blessés du côté des forces de l'ordre. 3 CRS sérieusement blessés. La CGT attaque en justice ces réquisitions. L'audience au tribunal est prévue demain. À Paris, la grève des éboueurs est reconduite jusqu'à lundi prochain. La mairie décide d'activer une cellule de crise. Et ce soir, un nouveau rassemblement est prévu dans la capitale, place de la République, à partir de 18 h. Et puis c'est dans ce contexte social agité que le roi Charles III doit arriver en France dimanche prochain. Alors à Buckingham, on craint que le faste ne soit troublé par les manifestations tant à Paris qu'à Versailles ou Bordeaux, puisque le roi anglais, le roi de Grande-Bretagne doit se déplacer dans la cité girondine. Je vais y arriver. Alors faut-il pour autant annuler cette rencontre au sommet? Ce sera l'un des thèmes de BFM Story ce soir. Nous sommes donc près de 24 heures après le rejet de la motion de censure déposée hier par l'opposition. La première ministre, Madame Borne, s'est donc de nouveau fait interpeller aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Normal, c'est les questions au gouvernement. C'est au Palais Bourbon que nous allons retrouver Perrine Vasque en direct pour BFM TV. La chef du gouvernement s'est montrée offensive dans ses réponses. Écoutez, oui, je pense que la première ministre, comme nous, devait s'attendre à une séance des questions au gouvernement très houleuse. Elle est donc arrivée avec un ton très offensif. Ça a commencé dès le départ avec la première question posée par Mathilde Panot qui a reproché l'autoritarisme du gouvernement. Ce à quoi Elisabeth Borne a renvoyé la responsabilité des violences sur les insoumis en disant votre violence verbale se retrouve dans la rue. Alors effectivement, tout le long, Elisabeth Borne a été très interpellée et à chaque fois, elle a déroulé son discours, quelle que soit la question d'ailleurs posée par les députés. Elle a rappelé que selon elle, cette réforme a bien été votée par le Parlement, qu'elle a été d'ailleurs le fruit d'un consensus. Écoutez l'une de ses réponses. Hier, après 175 heures de débat, la réforme des retraites, fruit d'un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat, fruit du travail de tous les parlementaires qui voulaient garantir l'avenir de nos retraites, a été adoptée. Je veux saluer à nouveau le travail des parlementaires de la majorité qui ont permis d'améliorer ce texte et ont fait bloc à chaque étape. Alors vous avez entendu les contestations sur les bancs de la gauche mais aussi de l'extrême droite. Le député Sébastien Chenu qui a appelé la première ministre à démissionner. C'est Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui lui a répondu. Et lui encore, écoutez, a déroulé ce discours que cette réforme était légitime. Ce à quoi Sébastien Chenu lui a demandé lui aussi d'accompagner la première ministre vers la sortie. Perrine Vasque à l'Assemblée nationale avec Météric Soldani en direct pour BFM TV. Clémence Guettet, je vous regardais écouter le compte-rendu de Perrine Vasque. Bonsoir, vous êtes députée La France Insoumise de Seine-et-Marne. Quand la première ministre vous accuse, vous les Insoumis, par votre violence verbale, d'alimenter la violence dans la rue, que répondez-vous à Madame Borne? Moi j'en sors des questions au gouvernement. J'ai l'impression que Madame Borne vit dans une réalité parallèle. Ça fait 3 jours qu'elle nous répète en boucle compromis, dialogue, on a fait fonctionner le Parlement. Les Français sont dans la rue aujourd'hui et tous les soirs depuis quelques jours après un 49-3. Donc c'est ça la situation dans laquelle on est. Non, nous n'avons pas adopté cette réforme grâce au travail parlementaire. Donc si vous voulez, j'ai le sentiment qu'elle est dans des réponses un peu en pilote automatique comme ça, hors de toute réalité politique, hors de ce qui se passe vraiment dans le pays.
quant à ce que va dire Monsieur Macron demain, ça a intérêt à être moins déconnecté. Parce que sinon, en fait, ça fait augmenter la colère, ça fait augmenter la radicalité de la réponse. Quand il n'y a aucune inflexion du pouvoir, aucune proposition, et que les seuls éléments qu'on nous dit, c'est circuler, il n'y a rien à voir, ce sera comme ça et pas autrement, évidemment, la tension monte. La réforme a été adoptée, les motions de censure rejetées. Il y a encore le Conseil constitutionnel, mais la partie plutôt gagnée pour Emmanuel Macron et Mme Borne. Je l'ai vu revendiquer une victoire, donc à 9 voix près, au bout de 9 mois de mandat. C'est quand même pas grand-chose. On peut être élu avec 9 voix après oui, devant un adversaire. Tout à fait, mais je pense qu'ils peuvent s'en réjouir. Mais c'est vrai que là, on n'est pas dans une petite minorité de gens qui s'opposent à ce projet. C'est l'écrasante majorité des Français qui ont bien compris pourquoi ce serait injuste et pourquoi ils n'en veulent pas. Et donc, c'est vrai que ce sentiment continue. Ouais, puis ce sentiment de surdité comme ça du pouvoir qui n'écoute rien, ni les syndicats, ni les parlementaires, ni les mobilisations, ça donne vraiment une impression de déconnexion très grave. Alors l'autre information de la journée, c'est donc la prise de parole demain d'Emmanuel Macron. Il a décidé de s'exprimer face à des journalistes, assez rares pour le chef de l'État. Absolument, oui. Pourquoi à 13h et que peut-il dire? D'ailleurs, toute la journée, il a consulté, il va continuer d'ailleurs ce soir. Alors, pourquoi à 13h? Il y a les éléments de langage donnés par l'Élysée, et puis il y a l'analyse qu'on peut en faire. Les éléments de langage, c'est un peu habituel. L'idée, c'est de dire que le 13h, on parle à la France des territoires, qu'on a choisi à la fois la contradiction parce qu'il y a des journalistes, mais en même temps la solennité parce que c'est à l'Élysée. Bon, au-delà de ces éléments, ce qu'il faut dire, c'est qu'Emmanuel Macron a sans doute envie de parler à une forme de clientèle électorale, parce qu'on sait très bien que l'âge moyen de ceux qui regardent les 13h, les journaux télévisés, c'est plutôt un peu plus âgé que le reste des éditions télévisées. C'est son électorat? C'est donc en partie son électorat, et c'est en partie son électorat même des retraités qui, pour certains, pouvaient soutenir la réforme des retraites, mais qui étaient en quelque sorte un petit peu échaudés par le 49.3. Et puis, il y a quelque chose d'assez pragmatique aussi. Faire une interview qui devrait durer une trentaine de minutes à 13h, c'est aussi ne pas se cramer la cartouche de la grande explication qui pourrait éventuellement avoir lieu d'ici 3 semaines, un mois. Ça donne donc au fond une sorte d'indication sur ce qu'il pourrait dire. Bien sûr, il faut s'attendre à une sorte de moment de pédagogie. Le mot est un peu éculé, mais revenir sur le fait d'avoir eu recours au 49.3, sur les scènes de violence que l'on peut voir. Mais il ne faut pas s'attendre. Moi, je lisais dans la presse un commentaire d'un conseiller qui disait il faut que ce soit l'effet waouh. Non, il n'y aura pas d'effet waouh. Pardon, surtout qu'on sait qu'il n'y aura ni référendum, ni dissolution, ni remaniement. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, en fait? Pas grand-chose. Et ni retrait de la réforme. Il est trop tôt pour faire le point sur l'agenda législatif à venir. Il est trop tôt pour savoir exactement comment va continuer à réagir le corps social, pour la bonne et simple raison, par exemple. À parler maintenant, en fait, c'est la question que je pose. Ce qu'on a considéré au sein de l'exécutif, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il fallait parler pour justifier, pour expliquer le choix du 49.3, et accessoirement parler aussi avant un certain nombre d'autres images que l'on verra. Imaginez une seule seconde que le président ne parle pas avant les scènes de lundi, Charles III à Versailles avec Emmanuel Macron. Ça aurait été compliqué. Et avant, quand même, la nouvelle journée d'action de jeudi, c'est important. Vous dites, il était temps qu'il parle, Agnès Evren ? Il était temps qu'il parle. Il a eu un début de quinquennat extrêmement chaotique, Emmanuel Macron. Et c'est vrai que là, on a face à nous un gouvernement qui est quand même assez discrédité, et on a vu un silence assourdissant du président. Alors que la situation est gravissime. Il a laissé la première ministre agir. La France insoumise essaie de mettre le chaos dans le pays. C'est ça, moi, qui m'inquiète profondément. Parce que vous êtes également dans le déni. Ce qui se passe aujourd'hui est assez gravissime. Si je prends l'exemple de ce qui s'est passé hier, ce n'étaient pas des manifestants hier, ce sont des casseurs qui étaient là, qui bloquent tout, vous savez combien qui sont violents. Il y a une espèce de rhétorique insurrectionnelle dans ce pays. 290 personnes Il y a une rhétorique insurrectionnelle dans ce pays dont vous êtes, que vous avez mises en garde à vue. Attendez. Je connais des militants qui ont été arrêtés. Ce sont tous sauf des casseurs, des extrémistes que vous voulez. Bien sûr, madame. Qui mettent le feu aux poubelles hier à Paris. Il n'y a pas besoin d'avoir mis le feu aux poubelles pour avoir été mis en garde à vue. 280 personnes ont été relâchées sans aucune poursuite parce qu'elles n'avaient rien fait. Personne, ça m'est égal. Mais moi non plus, je ne le dis pas pour ma petite personne. Mais vous me provoquez, donc je vous réponds. C'est pas grave. Vous mentez. Parce que vous provoquez pas les Français en les empêchant d'aller travailler. Je ne vous ai pas interpellé. Je n'ai pas interpellé l'irresponsabilité de ceux de vos députés qui n'ont pas voté pour la censure, par exemple. Ça me met en colère. Mais moi aussi, ça me met en colère. Avec le chaos dans le pays. Aujourd'hui, il y a une stricte vérité. La responsabilité, c'est le président. Ça dépasse ma propre personne. J'ai reçu des menaces de mort. Regardez. Oui, vous avez été menacé de mort, oui. J'ai reçu des menaces de mort. Pour quelle raison ?
parce que j'ai osé dire que la motion du groupe Lyot était vouée à l'échec. Une demi-heure après cette déclaration, j'ai reçu une menace de mort, c'est-à-dire on appelle au meurtre sur la place publique. Vous le condamnez ça, Madame Guettet, Non, sur les réseaux Vous croyez que combien de mes collègues ont reçu des menaces de mort depuis ce début de mandat? De la France Mais insoumise, évidemment que la violence et les menaces de mort, c'est inacceptable en politique. dites-le clairement. Je le dis. Ne me pas... donnez pas d'injonction, ne faites pas la morale. Mais vous si. n'êtes pas là pour ça, madame. Vous savez combien de députés de mon groupe ont reçu des menaces de mort de l'extrême droite, de menaces racistes? Vous savez combien de mon groupe? Louis Boyard. Quasiment la moitié. Mais Agnès, Donc, je condamne bon, alors, ce type de violence et de menaces. Non, mais vous laissez entendre que c'est la France insoumise qui vous menace. Est-ce que c'est la France insoumise qui vous menace? C'est la France insoumise J'espère que vous qui allez pas dire ça. alimente un discours insurrectionnel et qui alimente ces violences verbales et physiques. C'est Quand grave on ce voit que vous dites, madame. Un ministre qui C'est joue très au grave. foot avec un ballon à l'effigie d'un ministre. Un député qui joue. Mais est-ce que vous pouvez parler du gouvernement, le Deuxièmement, 49.3, la réforme des retraites, ça quand vous on intéresse voit pas? Vous un êtes là pour député parler de la France qui insoumise. traite un ministre Madame Guettet. C'est quand d'assassin. même dingue. Quand on voit une Vous avez rien à dire permanence aux de Français. députés C'est sur excusé laquelle ensuite, on dessine un pendu. Est-ce que vous trouvez que c'est de nature à apaiser le pays? Alors Est-ce que justement, c'est pour ça, Est-ce que tout vous trouvez simplement que le comportement de M. Macron, qui s'entête, qui dit « je ferai ce que je voilà. veux » est de Tout nature vaut tout. à apaiser Donc le vous êtes pays? dans le tout vaut tout. Non mais Moi, je suis vous pas êtes d'accord. invité dans cette Vous dites émission que pour c'est parler une de la réponse à la réforme des colère retraites. sociale. Vous parlez de la Rien France ne insoumise. justifie des menaces de mort. C'est tout ce que je tiens à dire. Mais est-ce que Oui, mais vous alors- vous rendez compte que vous ne parlez pas de la réforme des retraites qui va s'abattre sur des Je gens parle du climat, qui vont sans de doute violence. décéder avant d'atteindre Alors, la mais- Vous retraite? remarquez qu'il y a un climat Ça, de vous violence n'en parlez actuellement, pas. d'insécurité Alors, permanente en France en ce moment. vous l'avez Voilà. dénoncé, mais Jean-Claude Mailly, on voit bien comme qu'il y a encore beaucoup de tensions alors que la réforme des retraites a été adoptée. Le chef de l'État, que doit-il faire, que doit-il dire pour apaiser les esprits? Voilà. Ah bah s'il ne dit pas retirer, enfin je n'y crois pas, hein, mais ou au moins je suspends, parce que si bien. Ah, vous voulez qu'il suspende Bah attendez, mais dans quelle situation on est? Moi je dis depuis le début de cette affaire qu'il y a trois problèmes. Il y a un problème de calendrier, un problème de méthode, un problème de contenu. Et rien n'est réglé pour le moment. Et de ce que je crois comprendre, j'en sais pas plus que d'autres. Demain, il va pas dire je retire, je suspends, même si derrière il y a le Conseil constitutionnel. Si jamais le référendum, le Conseil constitutionnel accepte le principe du référendum, bah oui, mais c'est 9 mois. Oui. Pendant 9 mois, si j'ai bien compris, la réforme ne s'applique pas. Bon. Et une motion de censure, c'est pas fait par rapport à une loi. C'est fait d'abord pour faire tomber un gouvernement. Ça passe ou ça passe pas. Bon. La conséquence, ça peut être les retraites. Et Mme Borne, Pour c'est moi- une victoire finalement. Oui, je sais pas si elle empruntait le bon terme. Hein. C'est un peu beaucoup. Alors, ils ont gagné, si on veut, au sens où ils sont passés. Enfin, la motion de censure n'est pas passée. Mais si demain le président ne change rien et dit on verra dans 3 semaines, on discutera du travail, d'une certaine façon, de la loi travail, c'est ce que vous voulez dire. oui, enfin, je sais pas quelle loi, mais du travail. C'est ce qui est prévu, non? Oui, c'est ce qui est oui, mais enfin, bon courage, parce que je pense Oui, pas les que syndicats n'ont pas fermé la porte à cette je sais pas qu'ils discussion. ont fermé la porte, mais ils vont pas aller discuter demain comme ça, sans qu'il y ait des Mais Est-ce une que ça vaut le explication coup, gravée. est-ce que ça vaut le coup de se mobiliser jeudi encore Bien sûr. Ah, bien sûr, parce que les et de continuer à bloquer les dépôts de écoutez, ça, ils pétroliers? décident, jeudi, ils ont décidé, je pense qu'il y aura du monde. En plus, je vous rappelle que depuis le début, il y a une unité syndicale qui tient, quelles que soient les organisations. Après, je ne sais pas ce qu'ils décideront jeudi soir ou vendredi matin, puisqu'ils se reverront comme d'habitude. Mais moi, j'ai le sentiment que s'il ne dit rien d'autre, et a priori, c'est un peu une réinterprétation du quoi qu'il en coûte, quoi. Maintenant, ça va être quoi qu'il en coûte. Eh ben, je passe ma réforme, nonobstant les dégâts sociaux, les dégâts politiques, les dégâts économiques ou les dégâts constitutionnels. Christophe Barbier, est-ce que c'est pas trop tôt pour parler? Parce que il y a une nouvelle journée d'action jeudi, on ne sait pas comment elle va se dérouler. Finalement, qu'est-ce qu'il peut dire véritablement Emmanuel Macron? Est-ce qu'il n'était pas plutôt urgent d'attendre, peut-être la semaine prochaine, que les choses se calment peut-être? Non, je ne pense pas que ça soit trop tôt parce que le calendrier syndical n'est pas celui du président. C'est déjà un peu tard parce que sur une réforme aussi importante de son quinquennat, il aurait pu prendre la parole en amont pour en faire en effet la pédagogie. Maintenant que le chemin parlementaire est terminé, même si le chemin juridique se continue avec notamment le Conseil constitutionnel, le président peut parler. D'autant qu'il a 3 messages à faire passer. Une pédagogie encore sur la nécessité de cette réforme
Pourquoi on l'a fait aujourd'hui, une réforme aussi exigeante envers les Français? Pour qu'il explique notamment le dernier argument qu'il a lancé dans le débat. Les marchés financiers, les taux d'intérêt, toute cette menace qui plane au-dessus de nous et qui justifierait que l'on réforma rapidement les retraites. D'ailleurs, depuis le vote, les taux d'intérêt, en effet, ont l'air de mieux se porter. Donc il y avait quelque chose derrière cet argument. Il aurait peut-être fallu le dire avant aux Il aurait Français. peut-être fallu le dire avant, il faut qu'il le dise maintenant. Et pourquoi ça a mu son action. Deuxième pédagogie, il faut quand même revenir sur cette pédagogie de la méthode un peu brutale. Le 49.3, c'est brutal. C'est brutal vis-à-vis des parlementaires, opposition ou majorité. C'est brutal vis-à-vis des Français à qui on avait promis une majorité politique. C'est brutal aussi vis-à-vis d'un débat public où le gouvernement nous avait dit non, le 49.3, on devrait pouvoir s'en passer. Néanmoins, comme ça se termine à 9 voix de victoire dans un combat contre une motion de censure, ça veut dire rétrospectivement que l'usage du 49.3 était peut-être pas superflu. Parce que le vote de jeudi sans 49.3, il aurait été quand même très fragile. Il doit s'expliquer. Troisième message, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? De quoi parle-t-on? Une grande conférence sociale, la loi travail. On a vu à l'occasion de ce débat qu'il y avait un malaise profond dans le rapport des Français au travail, non seulement sur toute la vie, mais dans l'entreprise, le travail par rapport au salaire, le travail par rapport à l'égalité homme-femme, le travail par rapport à l'épanouissement de la vie. Tout ça, c'est un immense débat qu'on aurait dû faire avant, et même avant même ce double quinquennat Macron, qu'il n'est pas trop tard pour faire maintenant, histoire de relancer un dialogue social qui semble avoir périclité ici. Mais Christophe et Benjamin, quand on a une équipe comme ça qui sort d'une campagne qui a été compliquée, les joueurs sont fatigués, on fait beaucoup d'erreurs, est-ce que cette équipe n'est pas démonétisée? Alors il peut dire pas de remaniement, le président, mais enfin ça va être quand même compliqué de continuer le quinquennat avec Madame Borne et des ministres qui ont été pas mal secoués quand même, abîmés même. Mais alors vous avez raison, au point qu'un certain nombre de parlementaires considèrent qu'au fond, il faudrait qu'il y ait une victime expiatoire de cette séquence, et que cette victime expiatoire pourrait être Elisabeth Borne. Rappelons d'ailleurs qu'Elisabeth Borne elle-même, jeudi, avait utilisé l'expression de fusible, en disant « je peux être infusible ». Maintenant, il y a une autre réflexion, c'est de dire, au fond, est-ce que demain, si Emmanuel Macron annonçait un remaniement d'ampleur, un changement à la tête de Matignon, un changement à la tête des gros ministères, est-ce que pour autant, ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont opposés à la réforme des retraites se satisferaient de ce changement-là? Parce que si l'idée c'est de dire on change de Premier ministre, mais par contre la réforme, elle est adoptée, on va la promulguer, on change rien, c'est compliqué. Et j'ajoute même un peu plus, pour savoir s'il faut mettre une autre personne à Matignon. La question, c'est de savoir quelle est la politique. Quelle est la politique? Et à partir du moment... Et pourquoi faire? Et qui et pourquoi faire? Et à partir du moment... une nouvelle méthode. Oui, mais la nouvelle méthode, à partir du moment où on voit que la méthode d'aller chercher des compromis à droite à gauche, elle n'a pas marché. Et que le groupe Les Républicains ayant totalement explosé l'idée d'aller essayer, par exemple, de mettre quelqu'un plutôt de droite pour aller essayer de séduire les Républicains, mais en l'état, ça ne marcherait pas. Donc il faut sans doute, avant de se poser la question de qui, savoir pour quels engagements politiques dans les prochains mois. On va faire réagir Clémence Guettet sur un changement de Premier ministre. Juste d'un mot, les changements de gouvernement importants, soit c'est à l'issue d'une défaite électorale, il n'y a pas d'élection en ce moment, il n'y a pas eu de renversement du gouvernement, soit c'est à l'occasion d'un changement de politique. C'est-à-dire on veut réorienter complètement la politique. Comme par exemple François Hollande quand il a remplacé Jean-Marc Ayrault par Manuel Valls. Donc ou là, Laurent ça veut Fabius dire lorsqu'il remplaçait Pierre Mauroy dans les années 80. Mais là, ça veut dire qu'on réoriente la politique avec un nouveau projet, donc un nouveau contrat de gouvernement. Donc la balle est en partie chez les Républicains. Est-ce que la crise qui traverse les Républicains arrive à un schisme assez important pour qu'une partie d'entre eux signe ce contrat de gouvernement, comme Nicolas Sarkozy l'avait souhaité, et s'embarque avec la majorité? Ça tombe bien, Éric Ciotti a déjeuné avec Nicolas Sarkozy, mais on va y revenir dans un instant. Mais Clémence Guettet, un changement de Premier ministre, vous le souhaitez, ça? Non, mais en l'occurrence, c'est pas une question de personne, en réalité. Bon, ça, c'est un vieux truc politique. Quand on est dans une impasse et qu'on n'a aucune intention de faire un signe, de céder sur quoi que ce soit, on change la personne. Mais c'est ni un problème lié à M. Dussopt, ni lié à Mme Borne, en l'occurrence. Ils ont été missionnés pour porter une réforme. Je pense qu'ils croient en leur réforme. Madame Borne avait été mise en place, on nous avait vendu la femme de gauche qui allait faire des mesures progressistes. Elle vient de mener, avec tous les artifices brutaux de la Ve République, une réforme de droite et combattue par toute la gauche. Donc, je veux dire, là, on n'est pas sur un problème de personne, on est sur un problème d'angle et de politique. Quelle politique va être menée? C'est pas en faisant une loi asile-immigration ou en faisant un grand débat sur les institutions que la question va être réglée. Il y a une crise profonde qui est intervenue très rapidement au début de ce deuxième mandat Macron. Madame Evren. Moi, je pense que le sujet, c'est pas tant de changer Madame Borne par un autre Premier ministre. Je pense que le sujet, c'est Emmanuel Macron, finalement. Parce qu'il y a un tel sentiment anti-Macron dans le pays qui est tellement puissant que rien... Alors qu'il a été réélu il y a moins d'un an. Hein. Mais oui, mais absolument. C'est quand même surprenant. Mais on voit bien que partout en France, et j'essaie de remonter alors que moi je suis élue... Vous le sentez, ça? Du 15e, qu'il y a un sentiment anti-Macron extrêmement puissant, un rejet très très Donc puissant. Donc pas question que la droite l'aide à se sauver? Verticalité dans l'exercice du pouvoir.
Alors, c'est ce que je dis, c'est que je le sens moins à Paris, justement. Voilà. Je le sens dans les territoires. Une ville qui a voté Macron à la présidentielle. Mais la droite républicaine a voté Macron comme un seul homme. Je le dis, la preuve, c'est qu'en fait, on a perdu l'électorat urbain à droite qui a voté Macron. Et c'est notre sujet de reconquérir cet électorat. D'accord, mais la droite peut-elle aider Emmanuel Macron à finir son quinquennat? Ça, c'est un vrai sujet. Nicolas Sarkozy le voudrait. Nicolas Sarkozy voudrait un accord. Ce matin, justement, au comité stratégique. Pour moi, le vrai sujet, d'ailleurs... quelle est la stratégie, justement? Il est là. C'est-à-dire que... Y a-t-il une stratégie? Y a-t-il une stratégie? Y a-t-il une stratégie? Je vais répondre. En fait, je pense que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a 6 ans, qui a fait voler en éclats le clivage droite-gauche. Il est vrai que la droite a un vrai problème de positionnement et de divergence 6 ans maintenant. Stratégique. On n'a pas réussi à se positionner. C'est notre principale difficulté. C'est entre ceux qui considèrent qu'on est totalement de l'opposition et que donc on doit s'opposer systématiquement à tout, par exemple, quitte à faire des revirements, même en matière de cohérence. Et il y en a d'autres qui, comme moi, pensent que l'intérêt supérieur, c'est l'intérêt du pays et qu'au cas par cas, sur certains sujets, comme sur la réforme des retraites, de temps en temps, on doit en effet aller dans le sens de nos convictions. Mais c'est pas compréhensible. Voilà. Et le problème, c'est qu'on est dans la nuance. Parce qu'on a l'impression que finalement, vous êtes macroniste. Et que du coup, on devient la béquille. Et alors, beaucoup sont contre cette deuxième option. Pour quelle raison? C'est que si le gouvernement Macron échoue, alors on est tributaire de cet échec également. Et que nous sommes une droite de gouvernement, on a donné 5 présidents à la France, et que donc on veut incarner... Qu'avez-vous décidé en comité stratégique alors? Alors, en comité stratégique, on a été extrêmement lucide et on a fait un constat d'échec. On a fait un constat d'échec sur le fait qu'on aurait pu montrer dans le paysage politique un rôle pivot, une force importante, alors que nous sommes minoritaires à l'Assemblée nationale et que nous avons échoué de ce point de vue-là. Et que donc, Éric Ciotti a considéré qu'aujourd'hui, il est vrai, on va se parler franchement, on gère la pénurie, donc on ne va pas virer un tiers de nos députés, parce qu'ils sont quand même 19 à avoir voté la motion. C'est peut-être Éric Ciotti qu'il faut virer. C'est aussi la liberté. Aussi. Alors franchement, Éric Ciotti, de ce point de vue-là, il a été dans la clarté depuis le début. Et Olivier Marleix? Olivier Marleix, les deux travaillent en binôme. Ils ont échoué tous les deux. Ils ont fait le job. Alors c'est vrai qu'il y en a 19. Ah non. Ils ont fait le job. Non, quand je dis ils ont fait le job, c'est qu'ils ont été dans la clarté, dans la cohérence. Quand Olivier Marleix, il tient pas ses troupes. On va se parler franchement. J'ai pas la langue de bois. Beaucoup pensaient qu'Éric Ciotti, il était entre guillemets un peu trop populiste parce qu'il avait parlé du Guantanamo, le vote Zemmour, et tout le monde s'est dit mais mon Dieu, qu'est-ce que ça va être à la tête du parti? Il a montré qu'on restait une opposition responsable. Je sais que c'est une banalité de le dire, mais une opposition responsable, et que dans la lignée des Séguin, des Fillon, des Juppé, des Sarkozy qui ont réformé le système par répartition, il allait avoir une position respectable et honorable pour le gouvernement. Il l'a fait. Alors après, c'est vrai que beaucoup s'attendaient à ce alors finalement, Madame Evren, vous avez décidé quoi en fait? Alors, on a décidé... Oui, non, mais vous vous marrez. Ah non, on se moque un peu. C'est parce que ça vire un peu au sketch en même temps chez les Républicains. Donc, Madame Evren, juste un mot. Sketch, c'est le chaos dans le pays. C'est pas ce qui se passe à droite. Madame Evren, ça n'impacte pas la vie des Français. Ce qui impacte la vie des Français, parce que les votes, c'est les représentants des Français. Ça fait longtemps que ce que vous faites n'impacte plus la vie des Français, ça c'est sûr. Ah ben si ça vous fait plaisir de dire ça, allez-y, il n'y a pas de problème. Madame Evren, quand Olivier Marleix va à la tribune de l'Assemblée pour prendre la parole avant le vote sur la motion de censure et dit il n'y aura pas de vote de la motion de censure, c'est la consigne que l'on donne. Et qu'ensuite il y en a 19 députés, les Républicains qui la votent, vous comprenez non pas que ça fasse rire, mais qu'on se dise, mais en réalité, admettons même que le gouvernement ait envie de passer un pacte de coalition, ce qui n'est pas le cas, mais en réalité, vous n'êtes pas fiable. Moi, c'est vrai qu'on a l'habitude, nous, comme on est de droite, d'avoir une culture du chef et d'être dans la verticalité. Olivier Marleix et Éric Ciotti ont considéré que dans nos statuts, il y avait la liberté de vote. Moi, je n'ai pas connu ça à l'époque où j'étais dans les réunions. Vous êtes devenu comme la gauche maintenant, c'est la droite plurielle. Alors qu'on a besoin d'une vraie verticalité. Et là, pour le coup, c'est vrai que tous ces députés qui ont voté pour l'émotion, en fait, se sont sentis privés d'un vote sur une réforme qui impactait des millions de Français. Et que Mme Borne les a poussés en leur disant, attendez, de toute façon, ça fait office de vote. Vous n'avez toujours pas tranché entre les deux lignes. Ce soir, vous n'avez pas encore tranché. Si, on a tranché pour une simple et bonne raison, c'est que ce gouvernement est dans le chaos total depuis vous le laissez. un an et qu'il n'est pas question de voter les textes du gouvernement. Pas de coalition. Il n'y aura pas de coalition. Sur l'immigration, par exemple. Sur l'immigration, on va voir ce que propose Darmanin. Mais pour le coup, on est dans l'opposition. Et encore une fois, je le redis. On est dans l'opposition à Emmanuel Macron. Ces 60 députés ont été élus. Oui, mais vous votez pour être dans l'opposition. Vous votez texte principaux, donc vous n'êtes pas dans l'opposition. Mais on a des convictions. La politique, c'est aussi la cohérence. Mais passez un pacte avec eux. Faites ce que dit Rachida Dati. Rachida Dati dit et Nicolas Sarkozy, il faut un pacte entre les macronistes et la droite. Ça serait plus clair pour les Français. Moi, j'entends ce que vous dites. Mais si demain,
Emmanuel Macron échoue et qu'on échoue avec. Il reste quoi? Les deux pôles de radicalité. Ah bah, mais c'est le la politique, RN, c'est un peu de courage. Le RN et l'extrême gauche. Et moi, je ne veux pas que demain on soit remplacé par le Rassemblement national. Et donc, je me bats pour que persiste une droite républicaine. Il vous a déjà dans le remplacé, pays. ils ont 89 députés, vous en avez beaucoup moins. Oui, mais Donc, j'espère qu'elle n'accédera jamais à la présidence de la République. Alors, ne on serait-ce que continue dans d'en l'intérêt de mon pays. discuter dans BFM Story dans un instant. On sera même du côté de Fos-sur-Mer, où là, c'est la force publique qui est venue déloger.